Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle fait partie de ces personnes de l'ombre qui vous apportent la lumière. Ce qui la caractérise, son sourire communicatif, la dextérité de ses mains et son petit côté MacGyver. Mais ça, elle ne l'a pas su tout de suite. C'est dans les allées du Salon nautique de Paris, à 16 ans, qu'elle aura sa révélation. Le monde des bateaux sera le sien. Passée par la Mini Transat pendant 4 ans, elle est aussi patron de plaisance. C'est son titre, après avoir décroché son diplôme à l'École nationale de marine marchande. Ça en jette, non ? Mais ce n'est pas encore ça. Sa place n'est pas tout à fait là. Non, elle, ce qui lui plaît, c'est d'être dans l'équipe technique et préparer des bateaux. Que le gréement soit préparé et amélioré à la perfection. Et son savoir-faire, c'est le matelotage. Elle est gréeuse professionnelle, sans aucun doute une des plus reconnues dans le milieu. Passion Rigging, c'est comme ça qu'on dit gréement en anglais, et c'est le nom de sa petite entreprise, et ça résonne assez bien avec ce qu'elle est, passionnée. Et autant dire que là on touche à une sorte d'exception, parce que les femmes responsables du gréement ne courent pas franchement les quais ni les chantiers. Elle a fait sa place et a été recrutée par les meilleurs en faisant entre autres partie de l'équipe technique du défi français Groupama Team France lors de la Coupe de l'América en 2017. Si elle définit son métier comme une forme d'art, elle sait aussi être touche-à-tout, jusqu'à l'excellence. Elle est en face de nous, les cheveux un peu en pétard, l'œil rieur, le sourire aux lèvres, et forcément, on a envie de regarder ses mains et l'entendre nous parler de son métier, de la place des femmes au milieu des boutes. On s'est retrouvés en fin d'après-midi dans une des salles de l'écurie Charal, pour laquelle elle travaille. Élise Bakoum est mon invitée dans ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Élise, tout va bien ? Tout va bien. Je vais commencer avec ma question rituelle. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, comme ça, avant même qu'on en parle un peu plus, qu'est-ce que tu me dirais ? Qu'elles ont leur place, mais qu'il n'y en a pas assez. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de place ? Je pense convaincre les jeunes filles de pas avoir peur de venir travailler sur des bateaux ou naviguer sur des bateaux. Qu'elles se bloquent pas sous prétexte que le monde de marins est un monde d'hommes. Bon, on va évidemment développer tout ça un peu plus. On l'a dit, ton histoire avec la voile, ça commence pas forcément dès le plus jeune âge. Tu peux nous parler de ce déclic ? Ça s'est passé comment ? En fait, je faisais de la voile un tout petit peu à Aumonville-la-Rogue, qui est à côté du Raz-Blanchard, près de Cherbourg. Et je faisais ça l'été en vacances, en dériveur. C'est une école de voile où il n'y a pas de compète. C'était des vieux 420 pourris. C'était super. Et j'aimais beaucoup ce sport-là. Et j'aimais beaucoup les gens et l'univers que j'y ai découvert. Et je suis allée au salon nautique avec une copine et on se dit tiens, on arrive sur le stand du chasse-marée et on voit des plans de bateaux
Et on se dit, ah bah tiens, mais c'est pas bête ça, on va construire un bateau. Bah, on n'a qu'à construire un bateau en juillet, puis comme ça, bah, en août, on navigue avec. Fastoche. On discute avec le gars, on achète les plans qui valaient rien du tout. C'était des plans du Niol, d'un bateau en bois. Et je rentre chez moi et je dis à ma mère, ah, on a une super idée avec ma copine Elsa, on va faire ça. On va construire un bateau. Comme ça, voilà. Plutôt que d'aller en colo faire du VTT en Lozère, quoi. Et en fait, il s'avère que j'étais quand même très, très nulle à l'école, que j'aimais pas du tout ça, que tout ce qui était redoublable, je l'ai redoublé. Et ma mère m'a pris au sérieux. Et elle me dit, bah ouais, c'est une bonne idée, ça. Donc, je crois que c'était la première fois qu'on me prenait au sérieux quand j'avais une idée. Et je me suis retrouvée à faire un stage de 3 jours, parce que les vacances scolaires étaient décalées. Donc, pendant les vacances des Parisiens, parce que j'habitais à Paris à cette époque-là, dans un lycée professionnel à Cherbourg. Pendant 3 jours, pour qu'ils m'expliquent les plans. Parce que des plans de bateau, c'est des colonnes avec des coordonnées pour faire des esquisses. Enfin bon, bref, c'était du chinois complètement pour moi. Et j'ai passé 3 jours dans ce lycée, dans un atelier de charpente navale, avec que des mecs, avec un prof, un gros marin barbu, et pareil, ils m'ont pris au sérieux. Ils m'ont dit, ok, bah on va t'apprendre à tracer une épure, à regarder comment ça fonctionne et tout ça. Et en fait, je crois que ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'univers dans lequel je suis rentrée, qui était l'univers d'atelier, l'univers maritime, parce que c'était des gens qui étaient rustres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi, mais quand tu dis quelque chose, ils t'écoutent, quoi. Si ce que tu dis c'est con, ils disent c'est con. Si c'est pas con, ils le disent aussi. Enfin, c'était simple et brut. Et je crois que c'est ça qui m'a fait tout d'un coup me dire que j'aimais ce monde-là. Et les bateaux aussi, évidemment, parce que le sujet, c'était les bateaux. Donc voilà, je suis repartie chez moi à Paris. Et à la fin de l'année, donc j'étais en seconde. Et là, évidemment, on me dit, ben là, ça va être compliqué de passer en première. Pour la 3e fois. Pas la première, mais de classe. Bref, on me dit, donc voilà. Et donc, vous faites quoi l'année prochaine, en fait? Moi, je pensais, genre, je reste en première, non? On me dit, ah bah non, ça va pas être possible, là, parce que, bah non, ils savaient bien que si je restais, ça allait faire chuter les moyennes du bac. donc voilà. Et ma mère me dit, est-ce que tu veux faire... Donc, pour faire de la charpente navale, il fallait faire un BEP menuiserie avant. Et elle me propose, et elle me dit, est-ce que tu veux partir à Cherbourg, faire un BEP menuiserie pour ensuite faire de la charpente navale? Et en fait, là, je crois que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un... Enfin, c'était pas loin d'être le plus beau jour de ma jeunesse, quoi. Donc j'étais flippée, j'avais peur, en fait, parce que tout d'un coup, on me proposait un connu. Et déjà, on me proposait de partir de chez moi. J'étais ravie. Comme tous les ados, un peu en mode ado, t'as qu'une envie, c'est de partir de chez tes parents. Donc voilà. Et en plus de quitter cette filière générale dans laquelle j'ai été assez malheureuse et quand même pas très à l'aise depuis mon CP, quoi. Et elle m'a dit, écoute, t'as 1 mois pour prendre ta décision. Donc pendant 1 mois, j'ai pas dormi. Et je lui ai dit, bah écoute, oui, je veux bien. Et je suis rentrée à la rentrée d'après. Je suis partie à Cherbourg faire un BEP menuiserie dans un lycée professionnel. Et ça a été le premier jour du reste de ma vie, je crois. Quand tu dis que tu as aimé ce monde rustre, ce monde simple, et tu dis que tu étais entourée que de gars là, dans ces 3 jours de stage, à aucun moment il y a eu ce petit truc de dire qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Ben, je pense que... Je sais pas ce qu'ils se sont dit, parce qu'ils se sont peut-être dit plein de choses qu'ils m'ont pas dit à moi. Mais en tout cas, ils ont été vraiment bienveillants. Et je pense que le fait d'être une fille, et il y en avait aucune, et dans les années où je suis restée dans ce lycée, il y en avait toujours pas. En fait, ils étaient peut-être tellement étonnés qu'ils ont fait le job avec moi qu'on leur a demandé de faire, quoi. Et donc, je me suis pas posé la question de... Je voyais bien qu'il y avait que des mecs autour de moi, mais
Ça me posait pas de problème et il y avait beaucoup de bienveillance autour de moi. À l'époque, tu te dis que tu vas en faire quoi de tout ça ? Alors à 16 ans, donc déjà je me dis à 16 ans, je pense que c'est des années où on voit la fin de l'année scolaire et puis la fin de l'année scolaire après. Enfin, il y a des personnes quand j'écoute les interviews type Unshaft qui ont une vision sur le long terme. Moi, c'était je vais passer un BEP et puis après je vais en charpente navale. Donc ce que j'en attendais, c'était déjà d'apprendre à faire de la menuiserie. Donc voilà. Et après, il y a l'École nationale de la marine marchande. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait les 2 années de menuiserie. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'aimais beaucoup les métiers manuels. Enfin, je me suis sentie à l'aise là-dedans. Après, j'ai moins aimé le côté bois. Déjà parce que les machines, elles me faisaient complètement flipper. Que les 3 profs qu'on avait, il leur manquait tous un bout de doigt, de main, de trucs. Donc voilà. Donc moi, Mais non, je veux garder mes doigts entiers. J'étais pas très à l'aise. Et le bois, en fait, il faut être passionné, je pense, pour vraiment très bien devenir très bon dans ces métiers-là. Et moi, j'étais passionnée par les bateaux, mais pas par le bois. Donc, à la fin de ces 2 années de menuiserie, je suis partie. On m'a autorisée à quitter enfin le système scolaire. Donc, c'était le 2e jour du reste de ma vie, je crois. Et pendant ces 2 années, j'habitais à Cherbourg. J'ai navigué. J'ai rencontré une personne qui est restée longtemps dans ma vie, qui s'appelle Jacques Sonneuf, qui était, j'avais 17 ans, il avait 55 ans, je crois, qui avait une boîte de loc de bateaux sur le port de Cherbourg et qui me faisait bosser pour me faire un peu de sous pendant mes vacances sur ces bateaux et me faisait naviguer avec ses clients les week-ends d'entraînement. Et j'ai découvert les entraînements, la régate, la mer en hiver, dans le dur, parce qu'en plus, c'était un gars qui sortait... je veux dire, jamais il a annulé un week-end, quoi. Et à Cherbourg, il fait quand même un temps pourri. Donc, on sortait vite avec 40 nœuds sous Tourmentin, Trois-Rives. Enfin bon, c'était en jeu de 35. Et j'ai découvert tout ça. Et en fait, de ce métier de menuisier charpente navale, en fait, je me suis orientée plutôt avec l'envie de naviguer. Et l'envie de naviguer, la première possibilité pour bosser, c'était de passer le PPV, qui aujourd'hui, c'est le capitaine de 200, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, je suis partie là-dedans après mon BEP. Donc, quand je me suis inscrite, j'avais même pas 18 ans. Donc, je l'ai passé à 18 ans, ce PPV. T'étais où, à Cherbourg encore ? À Cherbourg, ouais. Pour être skipper professionnel, pour pouvoir emmener des clients, convoyer des bateaux, etc. Mais j'avais tout à apprendre parce que j'avais jamais passé une nuit en mer, jamais convoyé un bateau. Enfin, 2 ans avant, j'étais à Paris, quoi. Donc j'ai tout appris, mais j'ai travaillé, j'ai révisé, et tout d'un coup, je me suis mis à être bonne en cours, alors que parce que ça te passionnait. Ouais, parce que ça me passionnait, parce que le sujet était concret, donc j'aimais ça. Et puis apprendre les cartes marines, les règles de barre, le monde maritime, en fait. Donc voilà, donc j'ai passé ce PPV et j'ai bossé un peu avec. On en sort comment avec ces diplômes, ces expériences t'as tout ça en poche et là tu te dis bon. Là, je me dis bon. Donc déjà, je faisais un peu de régate. J'avais réussi à récupérer un classe 8 qu'on m'avait prêté, voilà. Mais bon, fallait bosser. Et je me suis retrouvée à faire des régates corporatives avec des clients pour répondre aux bonbons. C'était d'abord convoyer des bateaux et faire des régates corpo. Là, j'ai compris un peu ce que c'était que d'être une jeune femme dans un monde de marins, parce que jusque-là, je m'étais pas posé la question. Et quand je me suis retrouvée à emmener des clients charter ou alors des gens qui me payaient pour les emmener à Belle-Île, ou aller au mouillage à Watt et tout ça, là, j'avais du mal à gagner le respect des gens. C'est-à-dire que quand on est capitaine d'un bateau, les gens, ils doivent obéir, quoi. Alors, on est bon, on est mauvais, on est expérimenté ou on l'est pas, mais il y a qu'un seul capitaine et c'était toi. Qu'un seul skipper, et c'était moi. Et là, j'ai vu des gens des hommes qui, ça les gênait un peu, quoi. J'avais l'impression que ça les gênait qu'il y ait une jeune nana de 19-20 ans qui vienne leur dire si
Si je vous dis de vous asseoir là, vous asseyez là. Si vous allez à l'avant, c'est à quatre pattes ou en vous attachant. Vous faites rien sans me demander mon avis, en fait. Mais je sais pas si je savais déjà que c'était parce que d'ailleurs, je sais toujours pas. Est-ce que c'est parce que j'étais jeune ou parce que j'étais une femme? Ou les deux en même temps, ce qui n'est pas forcément facile pour se faire respecter. Donc, ça te démotive, du coup, ça? Pas du tout. Pas du tout, parce que au contraire, j'imagine que tout le monde, quelle que soit la raison, quand les gens vous manquent de respect ou vous prennent un peu de haut, ça donne pas du tout envie de s'écraser. Au contraire, ça donne envie de redoubler d'autorité et de dire mais en plus je vais progresser et je vais devenir un meilleur que. Enfin, faut que je progresse, faut que je devienne meilleur que le gars là qui me respecte pas, quoi. Comment est-ce que, Élise, tu passes de ça, d'être capitaine d'un bateau et d'emmener des gens, se balader, si je puis dire. Comment est-ce que tu passes de ça à ta première grosse expérience en tant que gréeuse avec Jean-Pierre Dick sur son Vendée Globe? Alors peut-être j'oublie des étapes et surtout, n'hésite pas à nous raconter effectivement s'il y a des choses qu'on jalonnait, mais comment on passe de là à être enrôlé finalement dans cette expérience dingue qui va être d'accompagner le bateau d'un skipper pour faire son Vendée Globe? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aimais beaucoup la régate. Donc, c'était des régates à ce moment-là parce que c'était des Spi West France, des Croesti ou l'Obélix et tout ça. Et Jacques Sonneuve, donc, qui était le patron de cette boîte de loc, qui était un vrai compétiteur dans l'âme, était assez proche de certaines personnes du Figaro et à un moment m'a dit tu sais il faut faire une différence entre emmener des clients charter à Belle-Île ou faire de la régate, et si tu as envie de rentrer dans la course, dans les discussions qu'on avait, je raccourcis un peu, il me dit tu sais il y a un métier qui peut être pas mal parce que j'ai un pote qui s'appelle Napo, donc c'est Napo qui a travaillé très longtemps chez Gitana, un ancien pêcheur qui était skipper pour les Gitana 6 chez Gitana, qui peut t'expliquer qui a des relations, qui peut t'expliquer le métier, etc. Bref, tu vas voir, c'est un métier super, c'est le gréement, super porte d'entrée, probablement pour être sur des bateaux de course. J'y comprends pas vraiment tout, mais je me retrouve à appeler ce fameux Napo, qui est toujours un ami cher, à qui je dis, voilà, on m'a dit que éventuellement t'étais ami avec un gars qui s'appelle Chien Noir à Groix. Les surnoms. Non, mais Chien Noir, c'est le mec qui a tout inventé en gréement, ça c'est sûr. Voilà, j'aimerais bien faire un stage chez lui. Il me dit, oulala, laisse tomber, Chien Noir, la course au large, il fait la gueule à tout ça. Et puis bon, c'est un rustre de l'île de Groix. Mais par contre, un gars qui bossait pour lui, Vincent Leroux de Blouchtube, va le voir de ma part et il t'accueillera. Et puis tu regardes si tu peux faire un stage chez lui. Je vais chez Vincent Leroux, qui a la société Blouchtube toujours. Franchement, j'avais aucune idée de quel métier on parlait, quoi. J'avais pas très bien compris pourquoi tout le monde me poussait à y aller, mais bon, à 20 ans, tu fais tout un tas de trucs que tu sais pas exactement où tu vas, mais tu y vas. Et j'arrive, il me reçoit, Vincent, et sans avoir compris son métier, je regarde derrière lui, il était assis à son bureau, et il y avait des classeurs. Et là, je vois le nom des classeurs. Donc c'était l'époque des Orma, et je vois Foncia, Géant, Banque Populaire, je sais plus, Belgacom, Kingfisher, le bateau d'Hélène MacArthur. Et je me dis, je sais pas ce qu'il fait, ce gars-là. Mais ça doit être intéressant. Mais par contre, je vais bosser pour lui. Donc, évidemment, comme je savais rien faire et qu'il avait tout à m'apprendre, on goupille un deal et il me dit, écoute, tu m'aides à aménager mon atelier puisque tu fais de la menuiserie et en échange, je t'apprends à faire du matelotage. Ok, vendu. Et donc, j'aménageais son atelier et en échange, il m'a appris à faire du matelotage et en fait, j'ai adoré. Et j'ai fait mes premières drisses, je me souviens hyper bien, c'était des drisses pour le Figaro d'Alain Gauthier. Et je savais très bien qui était Alain Gauthier, c'était une star, ça l'est toujours d'ailleurs. Et quand il m'a dit, va sur le bateau, vous allez les installer ensemble, et je me suis retrouvée devant Alain Gauthier, qui se souvient certainement pas de ce moment, à installer des drisses que j'avais fait en atelier pour lui. Et je me suis dit, mais c'est dingue, je suis projetée dans le monde des grands. Enfin, j'ai appelé ma mère qui a rien compris parce qu'elle connaît rien au bateau, mais je lui ai dit, il m'arrive un truc de fou, quoi.
Et Jacques Sonneuf, du coup, à l'époque, je l'appelle aussi. Il me dit, ouais, c'est super. Et voilà donc comment je suis rentrée dans la course, dans la course au large. Élise, si y a des non-initiés qui nous écoutent, comment est-ce que tu définirais le matelotage ? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du matelotage ? Eh ben, le matelotage, au niveau manuel, c'est des épissures. En fait, c'est un métier qui est vieux comme la marine. Avant, c'était les boscos qui faisaient ça. Et c'est de faire des épissures, travailler tous les cordages d'un bateau. Ça, c'est la partie manuelle. Après, la partie réflexion créative, intellectuelle, c'est de déjà savoir ce que tu veux mettre comme cordage, de savoir régler un mât, gréer un mât, discuter avec un skipper. En fait, tu rentres dans la tête du skipper quand il manœuvre, quoi. Ou pas dans sa tête, ou alors il te l'explique. Donc ça implique de naviguer aussi un peu pour essayer de comprendre. Et en fait, c'est toutes les manœuvres du bateau. Dès qu'il a un bout dans les mains, bah, ce bout-là, c'est toi qui l'as mis à bord, c'est toi qui l'as préparé, mateloté, choisi le diamètre, la gaine, la longueur, la couleur, tout, quoi. Donc c'est ça le métier de gréeur. Donc il y aura cette expérience avec Jean-Pierre Dick en 2004. Ouais. Sur son Vendée. C'est quoi cette expérience-là dans ton parcours? Parce que j'aime bien quand tu dis c'est le premier jour du reste de ma vie. C'est une première grosse pierre, celle-ci, j'imagine. Ben après, oui. En fait, le premier bateau sur lequel j'ai bossé, donc j'ai bossé pour Vincent pendant 1 an et demi, je crois. Ensuite, lui, c'était saisonnier, donc il n'avait pas besoin de moi après. Et là, j'ai bossé au début, avant, parce que ça, je crois que c'était un grand moment de ma vie, sur Orange 2. Avec, alors là, c'était une équipe géniale. On dormait pas beaucoup. Moi, j'étais une minette de 20 ans là-dedans. Je me suis éclatée. Donc, j'ai bossé un peu avec eux. Et ensuite, je suis rentrée chez Jean-Pierre Dick, avec Luc Bartissol, pour construire son nouveau bateau. Donc, lui, il était encore sur le Vendée Globe quand j'ai été embauchée. Et il construisait un bateau en Nouvelle-Zélande. Et ils m'ont proposé. J'ai appris qu'ils cherchaient du monde. À ce moment-là, on m'appelait pas quand même déjà, quoi. Et j'ai bossé avec eux et je suis partie donc on a bossé un peu on a préparé une route du Rhum ensemble et ensuite on est parti en Nouvelle-Zélande finir la construction du bateau. C'était génial. Quand on t'entend là, t'es souvent entouré quand même de beaucoup d'hommes hein, dans ce milieu-là. Tu te fondais facilement? Tu te fonds d'ailleurs facilement? Je pense que j'ai pas trop de mal à me fondre. Déjà, j'aime bien bosser avec des hommes, heureusement, quoi, parce que sinon je ferais pas ce métier. Après, il y avait que des hommes, mais je pense qu'à 20 ans, j'étais plus dans le mode il faut que je prouve que je vaux le coup, quoi, que je vaux le coup d'être là, que ça vaut le coup de m'embaucher moi, etc. Effectivement, ça génère toujours un peu de solitude. Parce que quand on part 6 mois en Nouvelle-Zélande avec une équipe et qu'on vit dans une maison qui a que des mecs, tout le temps des mecs, en fait, on se sent un peu seul. On n'a pas beaucoup de complices. De complices. Après, j'ai toujours été bien traitée. Peut-être que parfois j'étais un peu plus le bouc émissaire des sautes d'humeur des uns et des autres parce que j'étais plus facile à atteindre de par mon âge et peut-être parce que j'étais une femme, je sais pas. En fait, je suis pas dans la tête d'un homme, donc j'arrive pas à dire est-ce qu'ils étaient est-ce qu'ils me considéraient comme une des leurs ou pas. Moi, je me posais pas ces questions-là à ce moment-là. Plus tard, oui. À 20 ans, non. À 40, oui. À 40, on se pose quoi comme question ? À 40, déjà, on a vécu beaucoup plus de choses. Donc, ça fait 20 ans, en tout cas pour ma part, que je travaille là-dedans. À 20 ans, j'étais plus piquée au vif quand il y avait des injustices ou des réflexions qui me heurtent et qui, potentiellement, j'aurais pas vu passer à 20 ans. Et à 40 ans, je les ai pas encore, hein, j'ai 39, mais... Mais en fait, on voit par des attitudes, par des responsabilités qu'on nous donne pas, par des longévités de carrière. Est-ce que si j'avais été un homme, j'aurais été là où je suis plus tôt ? Peut-être que j'ai eu l'impression d'avoir à prouver pendant longtemps, et même peut-être toujours un peu, que ça va, qu'ils ont bien fait de m'embaucher, que je suis la bonne personne.
et même si je suis une fille. C'est quand même étonnant ce que tu dis parce que quand on voit ton parcours, on se doute pas une seconde que tu doives encore prouver parce que on va en parler, un de ces moments clés de ta carrière et puis très impressionnant. On parle de palmarès pour les marins. Alors toi, ton palmarès à toi, il est drôlement impressionnant aussi. Il y a effectivement Jean-Pierre Dick, il y a la mini que tu vas faire. Il y a cette rencontre avec Franck Hamas aussi. Tu vas beaucoup travailler avec lui. Il y a cette Coupe de l'América. Il y a Charlie Dalin avec Apivia. Il y a aujourd'hui aussi Jérémy Bayou avec Charal. Malgré tout ça, aujourd'hui, tu te sens pas assise? Alors aujourd'hui, oui. Mais je pense que c'est pas si récent que ça. Je pense que l'étape Coupe América m'a donné de l'assise. Et pourtant, la Coupe América n'était pas plus difficile à préparer que certains mini que j'ai préparés. Donc aujourd'hui, oui. Mais peut-être parce qu'aujourd'hui, je laisse personne me marcher sur les pieds ou remettre en cause le fait que je sois une femme et que je sois à ma place, quoi. Mais je pense que pendant longtemps, oui. Quand j'ai monté ma boîte, au fond de moi, c'était pour dire, bon, ok, là, personne va me marcher dessus. Donc, quand j'ai monté ma boîte, j'avais 23 ans. C'était après le projet de Jean-Pierre Dick. Et je me suis dit, bon, il faut que je sois la meilleure, en fait. Et pour être la meilleure, il faut que je sois sur tous les plus beaux bateaux. C'est-à-dire qu'il y avait un beau bateau, je me dis, celui-là, j'y serais, quoi. Et c'était contre personne. C'était pour moi, pour ma compétition personnelle à moi. Hein, voilà, mais mon premier client, c'était Bank Pop 5, quoi, qui est aujourd'hui Spindrift. Et je me suis dit, celui-là, c'est le plus gros bateau de course, enfin de trimaran de course du monde. À l'époque, c'était ça. Et je me suis dit, celui-là, personne enfin, j'y serais. Et puis après, c'était, je voulais un bateau par classe. Je voulais un 50 pieds multi, un ou deux 60 pieds pour le Vendée Globe. Et en fait, j'ai fait ma stratégie en disant, je vais écraser le marché pour montrer que oui, je sais faire. Et c'était quelque part pour prouver que oui, j'en étais capable. À moi, évidemment, mais peut-être aussi aux autres. Dire personne ne me marchera sur les pieds parce que de toute façon, je suis un bulldozer là. Donc, essayez donc de m'arrêter. Comment est-ce que tu as été te vendre justement pour les persuader de pouvoir travailler sur le Bank Pop 5? Eh ben, j'ai eu rendez-vous avec Ewen Leclèche, Ronan Lucas, et voilà. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre à l'époque avec eux. Et j'ai préparé mon entretien avec une amie qui s'appelle Cécile Guyard et qui m'a formé. Enfin, elle m'a pas formée, mais elle m'a dit, bon, vas-y, dis-moi ce que tu leur dis. Je suis Ronan Lucas, tu me dis. Je dis, bah voilà, j'aimerais bosser pour vous. Elle me dit déjà le conditionnel, t'oublies. Je veux bosser pour vous. Voilà ce que je sais faire. Voilà ce que ce que je vais vous apporter, etc. C'est ce que je pourrais vous apporter, etc. Donc je suis arrivée, en bulldozer. Voilà. Pas impressionné par les gars que t'avais en face de toi? Si, grave. Il faut juste que ça se voit pas, quoi. Tu transpires et tout, mais tu te démerdes pour que ça se voit pas, quoi. Et voilà. Et puis j'ai été, donc on était 3 gréeurs, il y avait Simonet, Florent et moi. Mais voilà, j'ai été prise. Et en fait, à chaque fois, j'y suis allée comme ça, en disant, il y avait le moindre projet, j'appelais tout de suite, quoi. Yves Le Blévet, qui se construisait un 50 pieds multi, j'ai appelé Yves tout de suite. Enfin voilà. T'as senti que ça devenait de plus en plus facile d'aller d'un projet à l'autre? Il y avait le bouche à oreille qui fonctionnait un peu? Les pontons sont petits déjà, hein, donc à un moment. Et puis l'avantage d'être une nana, c'est qu'on se fait remarquer. Enfin, on passe pas inaperçu. On se fait pas remarquer. C'est juste que il y en a de plus en plus, heureusement, à l'époque, en tout cas. Mais en tout cas, à l'époque, il y en avait quand même pas beaucoup du tout. Et celles qui étaient présentes, c'était des skippers, pas des techniciennes. Donc voilà, j'ai bossé pour Sam Davis, par exemple. Dès qu'il y a eu des nanas, enfin des femmes en skipper, j'ai assez eu envie de bosser pour elles parce que j'aime bien ça. Mais et puis du coup, tu te sentais moins seule? Ouais, moins seule. Et puis ça change. C'est c'est pas une autre manière de bosser, mais une femme, c'est une femme et un homme, c'est un homme, quoi. C'est différent. C'est
tout aussi bien, mais c'est différent. Et de ton point de vue à toi, justement, parle-nous justement de ce rapport que tu peux avoir avec les skippers en général, justement, eu égard à ton métier. Tu dis qu'il faut rentrer dans la tête du skipper. Donc, comment tu travailles avec eux? Et puis, justement, quand c'est une Sam Davis que tu as en face de toi ou un Jérémy Bayou? Alors après, au niveau de la manière de bosser, c'est la même. C'est-à-dire que c'est le skipper. Il va y avoir des skippers qui vont aller dans l'extrême. Je m'en fous que ça soit pas confortable. Je m'en fous de devoir aller à l'avant pour tirer, pour aller mettre tirer mon amure de Jennaker. Si ça me fait gagner 500 grammes, je le fais. Et puis il y en a d'autres qui vont dire non, moi, tu me mets tout qui arrive là, je veux tout faire de l'arrière. Travailler pour Jean Le Cam ou travailler pour Franck Camas, ils vont pas gréer leur bateau pareil, quoi. Travailler pour Sam Davis non plus. Et ce que j'ai appris par exemple avec Sam, c'est que elle jouait pas sur la force, c'est-à-dire que son bateau, s'il faut démultiplier, non, là vas-y, démultiplie pas, il y a 2 brins mais en 3, sinon je vais en chier. Point. Et en fait, le moins de force physique faisait qu'il y avait des trucs vachement intelligents. Elle manœuvrait hyper bien, elle économisait ses forces, enfin. C'était pas, c'est jamais en brut, en tout cas avec elle, quoi. C'était pas, c'est intéressant, mais chaque skipper est différent. Après, femme, homme, je sais pas si ça fait une différence, mais par contre, c'est une manière de naviguer. Tu devais déployer de l'ingéniosité. Tu dois déployer de l'ingéniosité en fonction de ce qu'ils te demandent. Parfois, oui. Parfois, oui. Après, souvent, on s'inspire d'un bateau à l'autre. On voit quelque chose. C'est pour ça aussi que j'ai monté ma boîte pour être sur plein de bateaux différents. Parce que j'allais pas sur un bateau en disant il y a une super idée sur le bateau à côté, mais ils avaient des problématiques. J'avais vu ça sur un bateau 2 ans avant. Je leur disais tiens, je pense qu'on peut faire ça comme ça, ou essayer de multiplier les supports qui fait que tu trouves des solutions. Élise, dans ton métier, tu interviens à quel moment? Les gens, ils voient à la télé le bateau qui quitte le ponton, qui part faire une transat, un tour du monde, une régate. Toi, tu interviens quand? Alors, j'interviens bien avant. J'interviens d'autant plus que là, j'ai fait l'année dernière une formation en conception mécanique pour justement intervenir encore plus en amont, pour faire de l'étude de plan de pont notamment. Aujourd'hui, j'interviens dès que les grandes lignes du bateau sont dessinées. Dès que les architectes ont fait une forme de bateau, une taille de mât ou leur boulot d'architecte. Là, aujourd'hui, je peux intervenir dans toute l'étude du plan de pont, dans le dessin de certaines pièces d'accastillage, dans le choix des cordages. Et du coup, j'essaye d'englober justement depuis peu, là, vraiment l'aspect accastillage et gréement et voile pour avoir une vue d'ensemble. Et donc, pour répondre à ta question, j'interviens, si possible, le plus tôt possible sur la construction d'un bateau ou sur le chantier d'un bateau. Si c'est un bateau qui va être fait pendant l'hiver. Enfin, les bateaux, j'ai pas fait que des bateaux neufs dans ma vie non plus, mais donc voilà. Et j'interviens souvent jusqu'à la ligne de départ parce que quand on est gréeur, on est souvent à bord des bateaux avant la ligne de départ parce qu'en fait, on connaît toutes les manœuvres par cœur, ce qui est pas forcément le cas de tous les techniciens. Par exemple, le gars en électronique connaît pas, c'est pas forcément quel bout de prendre si on vire de bord, quoi. Alors que gréeur, on connaît toutes les manœuvres par cœur. Et comme c'est des moments où les skippers, ils sont obnubilés par leur nave, faire une sieste, se changer, je sais pas, ils font leur petite vie avant de partir. Souvent, je me retrouve sur les bateaux et je saute du bateau à 4 minutes du départ, ce qui est assez sympa d'ailleurs. Enfin, c'est un peu froid en général, mais c'est assez sympa de voir le truc de l'intérieur, quoi. T'as une anecdote, un départ qui t'a marqué plus qu'un autre? J'avoue que le départ du Vendée Globe 2020, donc, il était quand même costaud celui-là, parce que en plus c'était une année de confinement au Sable d'Olonne, il n'y avait pas un chat sur les pontons. Charlie, on n'avait pas le droit de le voir. Charlie Dalin, on n'avait pas le droit de le voir parce que c'était le moment Covid où il fallait surtout pas que les skippers soient atteints, sinon ils pouvaient pas partir. On devait partir du bateau, s'ils voulaient venir, on devait partir 3 heures avant, désinfecter et tout, machin. Donc c'était un peu bizarre. Et il lance le départ. Donc là, tu te dis, chouette, on revient dans le concret. Là, t'as 30 personnes sur les quais qui tapent dans des casseroles pour dire bravo. Il y avait 1000 fois moins de monde que d'habitude.
Et on sort du port, et là, un brouillard a coupé au couteau, quoi. Et là, on se dit, mais quand ça veut pas, en fait, là. Franchement, Et on a passé 2h30 où on était, franchement, alors, peut-être que les autres diront non, moi, pas du tout, mais en vrai, on était ultra stressés. Charlie le premier, enfin, je veux dire, Charlie, je suis désolée si t'écoutes cette interview, mais c'est vrai, il faisait 3 tours sur lui-même et puis il savait plus où il habitait et on lui avait fait un planning hyper précis pour dire là, il faut que tu dormes, là, machin, un truc. Il était hyper, enfin voilà, il partait faire son premier tour du monde en solitaire et nous qui devions gérer, on n'arrivait même pas, on a mis une demi-heure à hooker la grand voile, en se disant ça y est, le hook il marche plus, faut que je monte, machin, où est le baudry et tout. En fait, on avait juste oublié de choquer une bosse de riz. Enfin, on n'arrivait même plus à manœuvrer. Donc c'était vachement stressant. Alors qu'on avait vraiment essayé d'assurer un max pendant 2 ans, tout bien. Là, on était totalement stressés. Et là, un brouillard où tu te dis, en fait, t'as même pas l'impression d'être au départ du Vendée Globe. On voyait personne, quoi. Donc c'était très, très, très bizarre. Tu fais quoi là dans ces quelques minutes avant de lâcher le skipper ? Tu fais déjà dans ces cas-là je suis assez bon soldat, c'est-à-dire que je fais vite ce qu'on me demande parce qu'en fait c'est pas vraiment mon bateau et ce qu'on fait c'est surtout justement d'éviter qu'il y ait des bêtises qui soient faites. On mettra des bips. Des bips, ouais. Qu'il y ait des bips qui soient faites, du coup, à cause du stress que ça engendre. Donc, notre rôle, c'est de faire une nave super bonne pour pas rentrer dans quelqu'un, de pas louper une manœuvre parce que juste par le stress, on s'est trompé de bout, on a tiré sur le mauvais. Et justement, souvent, c'est pour ça que moi, on m'amène à bord, c'est pour... voilà, toi, tu connais le piano par cœur, puis ton rôle, ça sera... voilà, où tu tiens la barre et tu vas où on te dit, ou c'est, je sais pas. Enfin voilà, notre rôle de préparateur à ce moment-là, c'est de gérer le bateau pour qu'il y ait pas de problème du tout à ce moment-là. Vous êtes combien de préparateurs là sur cet exemple-là, par exemple ? Là, je crois qu'on était 4 à bord. Ouais. Il y a Antoine Cara, Jean-Yves Gault, Pierre Daillot et moi-même, je crois. Dans ces équipes de préparateurs, comme tu dis. Là encore, est-ce que tu sens que ça évolue un peu alors la parité, non, mais la mixité en tout cas. Eh ben, pas très très vite quand même. Hein. Là, par exemple, chez Charal, si je parle que en termes techniques, parce qu'évidemment, il y a des femmes qui sont là dans d'autres domaines, mais en technique, il y a Héloïse en bureau d'études et moi dans le chantier. Ça fait 2. C'est pas lourd, quoi. Mais c'est pas de leur faute, hein. Je dis pas, ils volent pas de filles. C'est juste que, voilà. Après, sur Teamwork, il y en a plus. Il y a Pauline aussi. Enfin, je sais que je trouve que ça pèse pas lourd. Et moi, dès qu'il y a une jeune fille qui se pose la question, qui veut bosser. Enfin, je sais que Pauline Grassi, du coup, qui est sur Teamwork, elle le sait peut-être pas d'ailleurs, mais quand elle a cherché un stage en gréement, etc., ou quand ici Pifou à l'époque m'a dit tu connais pas quelqu'un en gréement, en fait j'ai appelé, j'ai donné son nom, j'ai appelé Eric Cochet chez qui elle bossait, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses, ça serait bien, machin, elle est top, et j'essaye à chaque fois qu'il y a une nana qui vaut le coup, parce qu'il y a des nanas qui valent pas le coup, oui, il faut pas que ce soit une fille pour une fille, voilà. Faut surtout pas que ça soit une fille pour une fille. Il faut que ça soit une fille qui... Tu te dis, bah là, sur un échantillon de personnes, en fait, il y a notamment une fille et ça serait bien que ça soit elle. Qu'est-ce qui... Est-ce que c'est parce que ça rebute le côté technique ou est-ce que c'est parce que, quand tu disais au tout début, elles ont leur place mais elles sont pas encore assez nombreuses, qu'est-ce qui fait qu'elles sont pas assez nombreuses ? Tu l'as dit, hein, il y a de plus en plus de femmes dans les team managers, notamment. Il y en a de plus en plus, notamment en IMOCA. Les femmes à la barre des bateaux, ça vient doucement aussi. C'est imposé, par exemple, pour la transat qui s'appelle Paprec, maintenant, on met obligatoirement un homme et une femme. Sur le CLGP, on impose une femme à bord, la Volvo, pareil. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y en ait pas tant que ça dans le côté technique, vraiment peu, et comment on pourrait faire pour améliorer les choses ? Parce que déjà, on n'en impose pas, mais c'est peut-être bien aussi de ne pas imposer, hein, je veux dire, voilà. Je pense que parce que c'est des métiers manuels, ça ne vient pas forcément à l'idée des jeunes filles de faire ça. Je pense que vraiment l'aspect manuel, une femme, ça ne bosse pas avec ses mains.
À la limite, ça navigue, ok. Ça réfléchit avec sa tête, ok, mais ça bosse pas avec ses mains. Alors j'exagère parce qu'évidemment, voilà. Mais je pense que c'est ça, pas qui rebute les filles, c'est juste qu'elles y pensent pas. Je veux dire que dans un parcours de jeunes filles d'aujourd'hui, je suis pas sûre qu'elles se demandent si elles puissent être plombier ou menuisier ou ou gréeuse ou voilà. Alors évidemment, il y en a de plus en plus, heureusement. Mais c'est sociétal, je pense, la question. Tu dis qu'il y en a de plus en plus. Toi, tu agis à ton niveau pour justement qu'il y en ait de plus en plus? Bah écoute, par exemple, quand j'ai bossé pour Charlie Dalin et que je suis partie parce que j'ai fait 1 an de formation derrière, j'ai, de manière assez subtile, je l'avoue, quand même orienté vachement le truc pour que ça soit une fille qui me remplace. Sans du tout dire que parce que c'était une fille. Mais c'est Solène, une fille qui s'appelle Solène qui m'a remplacée. Et voilà, c'est juste que dans l'échantillon, pas dans l'échantillon, mais dans les candidats potentiels, je dis, cette personne a donc vraiment, ça colle assez bien, quoi, surtout. J'essaye, au moins, quand je m'en vais de quelque part, de me faire remplacer par une femme. Et quand je vois une jeune fille que je trouve motivée, intéressante, à fond, si je peux l'aider, je l'aide. Si je peux aider à la placer, j'aide. Enfin, j'essaye d'aider au maximum parce que je trouve que c'est important. Et en plus, ça fait vachement de bien aux mecs d'avoir des nanas avec eux dans le chantier. Enfin, moi, je sais pas, faudrait leur demander, hein, mais on est super copains, quoi. On s'entend très bien. Marine de Rien, notamment, qui était notre invitée dans Navigante, elle disait... Moi, à la tête de l'équipe de l'Sim PRB, je lui demandais la différence entre team manager homme et team manager femme. Et elle disait, moi, je pense que j'apporte un peu de rondeur, elle avait dit, à tout ça. La place d'une femme dans une équipe technique, elle peut apporter quoi? Est-ce qu'elle a une écoute différente, une écoute du skipper qui va être différente? J'imagine qu'il y a un lien quand même important avec votre skipper. Qu'est-ce que tu penses que tu apportes de différent? Eh ben, le terme rondeur est plutôt bien choisi. Après, je pense qu'il y a des histoires de caractère aussi. Moi, je suis pas vraiment une toute douce, quoi. En même temps, tu as décrit des hommes russes, très simples et un peu bourrus qui ont jalonné ta carrière. C'est sûr que faut se défendre contre tout ça, mais je crois que j'amène. Peut-être que c'est assez dur de parler de soi. De parler de soi et de dire j'amène ça, non? Enfin, tout le monde est d'accord ou pas? J'amène effectivement un aspect humain où on a le droit de, je sais pas, de parler. Je crois que je me suis fait beaucoup d'amis justement dans ce milieu-là parce que les hommes ils parlent peut-être plus facilement à une femme qu'à un homme. Moi, je crois que je préfère être une femme dans un monde d'hommes qu'un homme dans un monde d'hommes. Après, c'est mon point de vue. Et je suis souvent devenue assez copine avec les hommes avec qui je bossais parce qu'en fait, peut-être qu'ils me parlent de choses à moi, humainement, ou peut-être que j'arrive à amener des sujets sur la table ou à me rendre compte quand quelqu'un va pas bien ou quand ça cloche ou alors à dire, bon, écoute, il y a un problème entre nous, il faut qu'on en parle. Enfin, voilà. Donc, c'est peut-être ça, la rondeur. Marine, elle a peut-être choisi le bon terme, ouais. Un peu de rondeur. On a réfléchi autrement, les femmes. Alors, parfois, c'est probablement très chiant, mais parfois, c'est très bien aussi, quoi. Et la relation que tu peux avoir avec tes skippers, elle se construit comment? Puisqu'on parlait aussi de confiance. Est-ce que la confiance, elle vient facilement? Elle vient tout de suite? Est-ce que eux aussi te choisissent? Eh ben, écoute, ça commence. Franchement, non, mais après, ça ne commence que maintenant? En fait, là, par exemple, chez Charal, on a eu un vrai échange et quand j'ai vu Jérém, on a parlé longtemps, pendant 1h30. Enfin, Jérém et Franck. Jérémy Bayou et Franck Camas. Oui, pardon. Jérémy Bayou et Franck Camas. Donc, c'est Jérémy qui décide pour qui il veut dans son équipe. Et à un moment, il m'a dit, mais moi, c'est toi que je veux. Et là, j'avoue, je me suis dit, yes! Là, je me suis dit, c'est hyper, et j'ai dit, c'est hyper agréable à entendre. Il me dit, non, mais c'est de toi dont j'ai besoin.
là sur ce rôle-là parce qu'il revoyait le fonctionnement de son équipe un peu, et il m'a dit voilà. Et parce qu'à la base, je devais partir dans une autre équipe, donc j'aurais dit je m'en vais. Et puis en fait, ils m'ont rattrapé en disant mais attends, nous on imagine ce poste-là, etc. Pour toi, et en fait, du coup j'ai laissé tomber la première équipe, mais ils sont venus me chercher et ils m'ont dit voilà, on te veut toi à ce poste-là, et ça m'a fait hyper plaisir. Je me suis dit ben là, je récolte le fruit d'années et d'années de travail, quoi. Parce que je suis pas la meilleure, c'est juste que j'ai eu je pense des stratégies professionnelles. Peut-être parce que je me suis dit, ben voilà, je suis une femme, il faut que je sois meilleure, mais je suis meilleure que personne. Je suis juste moi-même dans ce milieu-là. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, on m'appelle pour bosser en me disant, c'est toi que je veux. Et j'avoue que ça me fait... voilà, c'est une énorme satisfaction, quoi. Après 20 ans de boulot, c'est super, génial. Je suis hyper contente. Quand tu dis pour ce poste-là, il y a un poste en particulier là sur ce bateau-là ? Sur ce bateau-là, c'est en fait alors je m'occupe, en fait je suis responsable de tout ce qui est sur le pont du bateau. Donc gréement, accastillage, mât, voile, baume, etc. Après, responsable, je suis pas la seule responsable, c'est-à-dire qu'il y a aussi Ewan Leclèche en boat captain qui lui est responsable du bateau, donc en fait les rôles ils s'entrecroisent, mais on va dire que c'est une hiérarchie qui est un peu plus linéaire que pyramidale pour l'instant, et mon rôle c'est que tout ce qui soit sur le pont soit sous contrôle, maîtrisé, en accord avec ce que veulent les skippers. En plus alors c'est Jérémy le skipper, mais il y a quand même Franck Camas dans l'histoire, donc il faut que les deux soient d'accord avec ce qui est fait, et donc mon rôle c'est ça, c'est que tout ça soit maîtrisé, sous contrôle, jusqu'au moindre détail. Donc, c'est ça mon rôle. Élise, c'est quoi ton plus grand stress dans ton boulot ? Et à contrario, la plus grande satisfaction ? Mon plus grand stress que j'ai eu ? Ou ce que tu redoutes, ou ce que tu as eu, tu peux nous raconter je crois que mon plus grand stress, c'est de mal faire mon job, d'être passé à côté de quelque chose. Alors mon plus grand stress, ça serait d'avoir négligé quelque chose. Donc j'essaye de jamais négliger les choses. Parfois il y a des choses qui pètent. J'ai bossé sur des bateaux qui ont dématé, des problèmes, mais jusque-là j'ai jamais été négligente. J'espère que je serai jamais. Et donc mon stress, c'est que un bateau abandonne une course parce que le job que j'ai fait a été mal fait, quoi. Et sur la coupe, quand je bossais sur Team France, mon stress, mais j'ai été du premier au dernier jour, c'était quand le bateau naviguait, de voir l'aile du bateau s'affaler sur l'eau comme une feuille morte, quoi. Je veux dire, cette image, je l'ai vécue dans ma tête 1000 fois, qui n'est jamais arrivée, heureusement, mais tout d'un coup, le truc dont t'es responsable, égoïstement, ça y est, ça s'écroule, quoi. Alors, t'as tout loupé, quoi. Tu parles de la Coupe de l'Amérique, je fais un petit aparté. C'était quoi le degré d'excellence, le degré d'exigence que tu as pu peut-être découvrir ou apprendre sur cette compétition ? Non pas que la course au large n'atteigne pas ce degré-là, attention, je dis pas du tout ça, mais sur la Coupe de l'Amérique, qui est quand même quelque chose d'un peu sacré. Quand on est à ton poste, tu parles de l'aile qui tomberait comme une feuille morte. On est comment pendant ce genre de compétition ? Tendu, très tendu. Après, j'étais pas plus tendue là que sur un Vendée Globe, par exemple, ou que sur le Vendée Globe de Charlie Dalin. Et en vrai, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un degré d'excellence en plus, parce que, en tout cas, personnellement, que je fasse un 60 pieds ou la Coupe América, je mets la même qualité. J'essaye de mettre la même qualité dans mon travail, quel que soit le support, le challenge. Voilà, il y en a pour qui le challenge c'est de traverser l'Atlantique. Et je vais mettre la même chose que pour celui qui doit faire le tour du monde ou pour celui qui fait la coupe. Complexité peut-être était un meilleur mot. Ce que j'ai trouvé difficile sur la coupe, c'était l'intensité et l'organisation que ça demande pour que... Moi, mon job, c'était ce qu'on appelait wing captain. Donc, il fallait que l'aile, elle sorte du hangar
prête avec donc fiable, avec tout ce qu'avaient demandé les navigants, à l'heure, et qu'il n'y ait aucun problème sur l'eau, et que le soir on me demandait d'autres réglages, que je gère les autres réglages tout en gérant la fiabilité. Donc j'étais évidemment pas seule dans mon équipe, hein. Je décidais pas tout. Mais ce qui était dur, c'est que si je loupais un élément de la chaîne, je faisais foirer tout le monde, quoi. Et une demi-heure de nav de perdu à cause de quoi que ce soit, c'était une demi-heure multipliée par les 30 personnes qui sont sur l'eau, par les 25 personnes au chantier, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de perdu. Et ça, j'ai trouvé ça dur parce qu'il fallait connaître son sujet, mais sur le bout des doigts, pour être sûr de pouvoir maîtriser. S'il y avait un problème 10 minutes avant le départ d'une régate, il fallait savoir quel outil emmener, monter dans le mât, enfin voilà. Et j'ai des souvenirs de toi en haut de l'aile. Ouais. Mais c'était après l'entraînement, ça fait partie de l'entraînement en fait. À New York, Franck, il avait fait un magnifique empannage à l'arrêt où ça avait pété un bout un bout dans l'aile. Enfin voilà, il y avait eu un moment où le bateau avait fait un peu un arrêt buffet. Et j'ai dû monter dans l'aile et je me suis dit, là, il y a 20 minutes avant le départ de la régate, et je suis montée et j'ai pris des outils, des trucs, des machins, je me suis dit, il me faut ça, et j'ai réparé ça avec un axe et un bout de scotch. Mais j'avais l'axe, j'avais le bout de scotch, j'avais aussi prévu d'autres trucs, et je suis redescendue au bout de 12 minutes, et ça a suffi. Et en fait, c'était ça que je trouvais dur, c'est qu'il fallait connaître. Il n'y avait pas 1 millimètre de cette aile que j'avais pas le droit de connaître, quoi. Sachant qu'il y avait plein de domaines là-dedans que je maîtrisais pas, notamment tout le composite, l'électronique et tout ça, mais il fallait que je sache comment c'était fixé, comment aider, comment... C'était génial, hein. J'ai adoré. C'était dur. On sort comment de ce genre d'expérience ? Crevé avec 5 kilos de moins. Ça, c'est cool, par contre. Mais franchement, après, je voulais plus voir un bateau. Après ça, j'ai fait un bilan de compétences parce que je me suis dit, ça y est, j'ai fait la boucle est bouclée. J'ai bossé sur la Volvo, j'ai bossé sur le Vendée Globe, j'ai eu un mini, j'ai fait la Coupe América. Ah, yeah, c'est bon, la voile, ça y est, t'as fait le tour, là. J'ai fait un bilan de compétences en disant, voilà, faut que je change de métier. En fait, il s'avère que pas du tout. J'ai pas changé de métier. J'ai juste fait une formation en plus. Mais ça m'a donné une overdose des bateaux, quoi. Et en fait, fallait juste du repos, fallait juste 6 mois pour s'en remettre. Moi, j'ai mis 6 mois avant de réussir à rebosser. J'arrivais pas, quoi. Je suis revenue à Lorient, où j'habite. Je suis pas descendue sur le ponton pendant 6 mois. Je venais pas boire un coup à la base, rien. C'était, ah non, mais les bateaux, c'est bon, là, j'en peux plus, quoi. Parce que ça passe de tout à rien. Tu rentres chez toi, tu prends l'avion, t'arrives, tu dis c'est fini, quoi. Et là, tu te rends compte de tout ce que t'as mis comme énergie, t'as tout qui s'écroule. C'est le blues post-grosse compétition. Ouais, alors c'était un blues où dire, c'est bon, maintenant, la vie, c'est un tournant, quoi. En fait, il s'avérait que c'était pas tant un tournant que ça, mais c'était épuisant, nerveusement, en fait, c'était épuisant. Moi, je me suis mis, je pense que j'étais sur les nerfs du premier au dernier jour. Et Élise, c'est quoi ta grosse satisfaction dans ton travail ? Ma grosse satisfaction, quand les bateaux sur lesquels je bosse font des belles courses. Je crois que c'est plein de petites satisfactions. Enfin, quand on a vu Charlie Dalin passer la ligne d'arrivée du Vendée, en Vendée, on savait déjà qu'il allait pas être premier. Mais il a passé cette ligne en premier. On s'est dit, je crois qu'on a fait le max de ce qu'on pouvait faire. Donc il y en a qui ont fait mieux que nous, notamment Yannick Bestaven, parce qu'il est passé premier. Mais nous, on sait qu'on a donné le max à ce moment-là. Et moi, je savais que j'avais mis tout en œuvre. J'avais fait le max de mes compétences et de mes capacités. Et ça, c'est une grosse satisfaction. Enfin, voir un bateau passer une ligne d'arrivée, c'est génial. Ils te disent quoi, les skippers, justement, quand ils la coupent, cette ligne d'arrivée, et que ça s'est bien passé ? En général, ils disent merci. Après, globalement, je pense que quand on est préparateur, moins on entend parler de nous, moins on a de contact avec le skipper, et mieux c'est, en fait. Si pendant une course, on l'a juste jamais eu, et qu'en fait, il nous a oubliés, et qu'en arrivant, il dit, ah tiens, salut, merci, en fait, ça veut dire que notre job, il est passé, que mon job, en tout cas, il est passé inaperçu, que tout s'est bien passé, et que du coup, ils nous disent quoi ? En fait, moi, s'ils me disent rien, c'est super, c'est que c'est gagné, quoi.
Bon, après, si on peut aller boire un coup et qu'ils se rendent compte de toute l'énergie et les heures qu'on y a passé, voilà, mais ils s'en rendent très bien compte. À t'entendre parler, et notamment de la coupe, mais tous les projets sont très chronophages dans ce métier qui est un métier de passion. On l'entend dans ta voix. Comment on arrive à gérer sa vie aussi avec ça, avec ce genre de métier qui prend beaucoup de place? Moi, franchement, en toute sincérité, je l'ai mis de côté pendant très longtemps, sans vraiment m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'ai eu une vie privée, mais mon 90% de ma vie, c'était mon boulot. Vraiment. Et donc voilà. Et si on parle de vie de femme, franchement, ça n'a pas été évident parce que moi, l'impression que j'en ai, c'est que je me suis toujours blindée pour que justement ma vie de femme filtre pas dans mon travail. Pour que quand j'arrive dans un chantier ou sur un bateau, je sois pas une femme, je sois Élise. Et que rien ne filtre. Très très peu de gens connaissent ma vie privée en fait. Et ça c'est un peu dur parce que on a l'impression, enfin moi j'ai toujours eu cette impression que si je me livrais, je pouvais devenir vulnérable par rapport à ça, quoi. Donc après c'est peut-être de la psychologie. Non mais c'est personnel, bien sûr, ouais. mais c'est vrai que j'ai jamais montré rien de ma vie aux personnes avec qui j'ai travaillé souvent. Dire à moins que certains sont devenus des amis et ils la connaissent. Elle a rien d'exceptionnel, ma vie d'ailleurs. Mais par contre, mes copains, les gens les connaissaient pas. Les gens savent pas si je suis avec quelqu'un, pas avec quelqu'un, ce que je fais, où j'habite, machin. Enfin, j'ai blindé le truc et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui on appelle Élise, on n'appelle pas. Bah tiens, c'est top, c'est une nana en plus. Enfin, je pense que j'ai blindé ce côté-là. C'est-à-dire que je fais partie des leurs, quoi. Et ça, c'est pas évident. C'est frustrant? Non, parce que c'est un choix. Et puis pareil, on évolue entre ses 20 ans, ses 30 ans et ses 40 ans. Ça évolue. Et aujourd'hui, je réagis pas pareil. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec ça. Vraiment, vraiment beaucoup plus. Mais c'est une vraie réflexion. Je pense que c'est pas anodin d'être une femme dans un monde avec beaucoup d'hommes. Tout comme l'inverse doit être le cas aussi. Je veux dire, un homme au milieu d'un monde de femmes. Mais dire, enfin, et j'espère qu'un jour des nanas diront, mais je comprends même pas ta question là en fait. Moi, je trouve que c'est une question. Et de toutes les femmes que je connais qui travaillent là-dedans, toi compris, je veux dire, c'est pas rien d'être une femme dans ce monde-là, quoi. C'est un monde de marins. Je veux dire, les marins. C'était Corto Maltese et Eric Tabarly. C'était quand même très viril, très masculin. Nous, on arrive là-dedans comme des fleurs, en disant, de toute façon, maintenant, vous n'avez pas le choix. Tout se passe bien sur le papier, mais dans nos têtes, dans nos manières de fonctionner, c'est évidemment que c'est pas évident. Moi, je trouve que ça serait mentir que de dire, ah non, alors moi, ça passe crème, je vois pas le souci, quoi. Moi, et c'est de la faute de personne, c'est pas de la faute des hommes, c'est juste que sociétalement, il faut du temps, il faut beaucoup de temps avant qu'on se pose même plus la question de femme, homme, quoi qu'est-ce. Enfin, ouais. C'est qui ton modèle? Dans la vie ou dans le monde maritime? Là, ça va être facile, ça va être Simone Veil, ou Marie Curie peut-être aussi. Mon modèle, Simone Veil, je pense, qui en plus est à des époques encore beaucoup moins libres que la nôtre. Nous aujourd'hui, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de tout en fait. Sur le papier, on a exactement les mêmes droits, ce qui n'était pas à l'époque le cas. Donc voilà, mais en tout cas, la seule vérité, moi, que je me suis toujours dit, qui n'est pas tout à fait en rapport avec la question que tu viens de me poser. Mais c'est la bataille que j'ai toujours menée, c'est d'être choisie à un poste parce que c'était moi qu'on voulait et pas parce que j'étais une femme. Parce qu'il y a ce cas-là aussi. Dire qu'il y a des postes où on dit, mais nous, on aimerait vraiment une femme à ce poste-là. Alors moi, direct, je m'en vais. On me l'a dit il y a pas longtemps pour un sujet que je tairais. On m'a dit, mais là, ils cherchent vraiment à mettre une femme là. Tu dis, ah oui, alors... Je suis pas une pub en fait. Tu vas pas te servir de moi pour l'image. Et la bataille, elle est tentaculaire sur beaucoup de sujets, je trouve.
Donc le sujet est long, hein, mais après, là, c'est plus que 40 minutes. Là. Ce serait quoi le prochain rêve, Élise ? Le prochain rêve... Écoute, pour l'instant, je suis déjà en train d'en réaliser, on parle au niveau professionnel, oui. Qui était parce que de par la formation que j'ai fait en conception mécanique, de réussir à travailler dans un bureau d'études et à l'atelier. Et c'est un rêve, ça prend toujours du temps. Un rêve, c'est pas un one shot, quoi. Et là, je suis en train de réaliser ça. Donc, ça demande du travail. Parfois, il y a du stress, des moments d'inconfort et tout ça. Mais c'est ce tournant-là de dire déjà, à un moment, je vieillis, ou je vais vieillir, etc. Dit-elle et en fait, alors qu'elle n'a pas encore 40 ans. On n'a même pas entendu oui, cette... mais bon, bientôt. Non, mais voilà, de bosser en bureau d'études et en chantier. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis, le prochain rêve, je sais pas, on verra quand j'aurai déjà un peu abouti celui-là, quoi. Quand Jérémy Bayou te dit « t'en vas pas, c'est toi que je veux ». Dans un cadre professionnel, on est d'accord ? Bien sûr. Je reprends tes propos tout à l'heure dans le cadre professionnel, tout à fait. Tu dis que ça, c'est une vraie satisfaction, un moment qui est très agréable à entendre et on veut bien le croire. Et que tu dis que c'est l'aboutissement de tous ces efforts, de toutes ces années de boulot, d'entendre ça. Est-ce que derrière il y a aussi une petite revanche sur puisque on a commencé avec l'école et de se dire l'école c'est pas mon truc mais qu'à cela ne tienne j'ai ça aussi aujourd'hui. Je dis ça aussi pour tu vois les plus jeunes qui nous écoutent aussi et de se dire que y a peut-être d'autres biais en fait. Franchement c'est une vraie revanche. Mais c'est une vraie revanche parce que je souhaite aux gens de réussir à l'école, c'est quand même beaucoup plus confortable. Hein, ça fait une jeunesse un peu plus sereine. Par contre, ce qui est sûr, et ça j'en suis sûre et certaine, c'est que c'est pas du tout le seul moyen d'y arriver. Du tout. Moi, je suis retournée, j'ai quitté l'école à 17 ans et demi et j'y suis revenue à 38. Parce que j'avais envie de faire un truc. Tu savais. Et puis si je dois y retourner à 50, j'y retournerai, quoi. L'école, il faut s'en servir, quoi. C'est pas... en fait, à l'école, on n'imagine même pas tous les métiers qui existent. Après, je veux pas pousser les gens à quitter l'école. C'est pas ça que je dis. C'est pas ce qu'on a dit, bien sûr que mais non. Évidemment que c'est une vraie revanche quand j'ai monté ma boîte, que j'étais gérante d'une SARL à 23 ans. Oui, c'était une revanche. C'était une vraie revanche de dire toutes ces personnes qui m'ont dit que là, je foutais ma vie en l'air en allant faire un métier manuel, que à 14 ans, quand on te demande ce que tu veux faire de ta vie et que tu dis mais j'en ai aucune idée et que on te dit c'est très très grave. Et puis si t'as pas ton bac, c'est encore plus grave. Et que t'y arrives, parce que juste après la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé une passion. Et à partir du moment où on a une passion, je pense qu'on est inarrêtable. Enfin moi quand j'entends les Tippenshaft, c'est ce que j'entends de beaucoup de marins qui ont fait ça. C'est que quand on a envie de quelque chose, on est inarrêtable, c'est certain. Mais merci beaucoup, Élise. Merci à toi d'avoir été mon invitée dans Navigante. C'était passionnant. Merci encore. Merci à toi, Hélène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tippenshaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tippenshaft. C'est gratuit. Elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt.